Au tout début d'Alien Covenant, il existe une séquence de pré-générique, d'introduction, comme une exergue. La véritable séquence d'introduction, celle présentant l'équipage autour d'un James Franco pimpant, étant simplement et purement retirée du film pour être soumis exclusivement aux internautes et youtubeurs. On y découvre Weyland et son synthétique David en train de faire connaissance, entourés d'œuvres d'art aussi diverses que significatives. La peinture, la musique et la sculpture semblent être les œuvres dominantes de la séquence, parce que visibles immédiatement, mais surtout énoncées oralement par les protagonistes de la situation présente. Cependant, il existe une autre œuvre, comme une quatrième dimension, et qui s'offre à nous constamment, et même avant les autres, l'architecture. Au travers de la pièce, à la fois discrète et en même temps suffisamment atypique pour nous interpeller tout de suite. En un plan, aussi sublime que discret, la mise en scène nous révèle le projet de ce dispositif. Travelling avant subjectif à David, le synthétique. Légèrement montant vers le haut en panoramique, simulant donc la levée du regard, de la tête, simulant la découverte. Et que fait donc cette statue de David, de Michel-Ange, au milieu de la pièce? Et surtout, enfouie en partie dans le sol et dans le plafond. Comme si l'architecture de la pièce s'était construite autour de cette statue, comme elle se serait construite autour d'un arbre qu'elle se serait refusée à couper. La statue se trouve-t-elle donc là au préalable, comme un élément, une fondation, une idée préexistante autour de laquelle toute l'entreprise de Weyland se serait construite? Mais alors, ce panoramique géant sur les montagnes, au travers de la fenêtre, quel est ce lieu? Existe-t-il? Sommes-nous sur Terre ou serait-ce un écran de projection du fantasme ultime, but avoué d'ailleurs de l'entreprise de Weyland, à savoir trouver le paradis originel, le fameux paradis perdu? Weyland a-t-il construit son palais de Goliath sur les ruines de la Galleria dell'Accademia à Florence, et dont d'ailleurs l'architecture de la pièce semble faire référence à une époque où la Terre est invivable, mourante, comme pourrait le signifier cet autre indice, le plan qui ouvre le film, et qui bien entendu fait appel au centre nerveux de Blade Runner, univers étouffant, agonisant. Serait-ce donc moins une fenêtre panoramique qui s'offre à nous dans l'architecture de cette pièce qu'un écran immense de projection numérique, d'illusion, de cinématographie? Avec cette préséquence, nous passons donc directement du désastre au temps présent, de Prometheus à Covenant, tout en avouant sa fascination pour ce qui a été avant et demeure inchangé, intouchable. La messe est dite et le film effectue alors son virage ultra-réactionnaire, au sens de la formule d'antan. Les furieux consuméristes auront leur appât du gain, un univers étendu, une franchise de plus capitalisant autant sur Alien que Blade Runner, avec le cinéaste comme démiurge central et fondateur. Les cinéphiles les plus curieux auront un vrai appel de manche sur une perspective cinématographique, une filiation artistique dans le temps, une référence à la postérité. Quant au grand public, il faut le dire, ils auront leur bon film d'horreur, leur série B ultra efficace, à la limite du slasher movie, du film de genre ultra codifié, tellement codifié qu'il en devient mythologique. Quand le dieu prétendant David entre finalement au Valhalla, l'horreur est à son comble, on en redemanderait presque. C'est vraiment triste que le film n'ait pas rencontré son public, nulle part ailleurs, ni chez nous, ni chez lui. C'est pourtant ce que tous les détracteurs de Prometheus avaient demandé, et finalement, si le coup de fronde attendu a eu lieu, ce n'est pas tant entre Goliath et David, comme cela a été prévu, mais entre le spectacle et son public, et pas vraiment dans le sens escompté. Comme ils disent là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, it's a shame.